Voilà les amis, c'est Claudem, donc me voilà aujourd'hui à Bois-Guillaume. J'ai rendez-vous avec Estelle Varnier. Estelle Varnier est musicothérapeute, magnétiseuse et elle est écrivaine. Donc je vous en dis pas plus, comme d'habitude, et je vous dis à tout de suite les amis. Rendez-vous tout de suite. Rebonjour les amis, donc bonjour Estelle Varnier. Bonjour Claudel. Donc c'est un grand bonheur que vous me faites de me recevoir chez vous au sein de votre cabinet. Voilà, c'est un cabinet exactement. Donc voilà, donc en fait aujourd'hui je tenais vraiment à rencontrer Estelle Varnier. On s'est rencontrés à Doudeville au salon Du livre, il y a quelques mois. Voilà. Ça remonte à l'automne. Ouais. Et quand on a échangé entre nous, j'ai trouvé ça super passionnant parce que Estelle, elle est musicothérapeute, magnétiseuse, mais aussi auteur de livres. Donc ça, on vous en parlera en deuxième partie. Là, on va commencer par la première partie et on va parler de votre métier, qui est musicothérapeute. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Alors, par où commencer? Je vais vous poser la question toute bête. Moi qui ne connais pas le métier de musicothérapie, en quoi ça consiste exactement? Alors, tel que je la pratique, je précise parce qu'il n'y a pas une façon d'exercer la musicothérapie. Donc, tel que j'ai choisi de la pratiquer, je la pratique en libéral, donc dans ce cabinet. Je reçois les personnes en individuel, comme on ferait une séance de psychothérapie. D'accord. Si ce n'est qu'en musicothérapie, eh bien la musique va être médiatrice. Elle va venir rencontrer la personne dans ses émotions. Donc en fait, c'est à moi de faire la jonction entre la souffrance de la personne, ça ou ses problématiques, et le choix des musiques. Voilà. Il faut que la musique soit en adéquation avec l'état émotionnel et psychologique. C'est ça, donc en fait, par rapport à la personne, donc je pense que vous discutez quand même. Alors, il y a un entretien. Voilà, un entretien quand même voilà, qui il doit faut être assez savoir important. Quoi utiliser. Donc vous utilisez en fait des musiques différentes selon les cas. Voilà, c'est ça. Alors, il n'y a pas que ça dans une séance de musicothérapie. Je suis dans une approche psychocorporelle, donc il y a une phase où on va travailler sur le corps. Alors, ça peut être la respiration, ça peut être du vocal, ça peut être de l'ancrage. Ça peut être des percussions corporelles. Je suis sûre que ça vous plairait beaucoup. D'accord. Mais justement, parce que quand vous me parlez quand on parle de musicothérapie, moi je pensais que c'était juste écouter la musique, non, ou par exemple écouter votre voix. Pourquoi se priver de tout le reste, hein? Voilà. C'est un univers musical et sonore, et notre corps est un propre instrument. Donc pourquoi on l'utilise pas? Puisque ce serait dommage. Quand on regarde dans le monde de la musique, en fait, chaque personne écoute des musiques différentes selon les BPM, selon ce qui correspond à son rythme cardiaque, ça c'est très important. Et même au niveau de l'utilisation des musiques, je ne vais pas en faire la même utilisation sur certaines phases de la séance. Donc par exemple, je vous disais, on commence par une connexion au corps, donc quelque chose d'assez actif finalement, et le but c'est que la personne sente son corps. C'est important d'être dans ce corps qui nous est donné, de le ressentir, et le corps nous parle aussi. Donc, quelquefois, il y a des personnes qui ne sont pas du tout connectées à leur corps. Qui n'écoutent pas. Et peut-être qu'ils le nient aussi, un petit peu. Et si on peut déjà se connecter au ressenti de son corps, eh bien, on apprend plein de choses. Déjà, on peut peut-être essayer de se réconcilier avec soi-même. Ça peut être une première étape. C'est ce qu'on discutait déjà, c'est vrai, et apprendre à s'aimer. Et je pense que c'est quelque chose qui revient, mais dans tellement de domaines. Bien sûr. Dans tellement de domaines. Bien sûr. C'est pour ça que quand vous m'avez parlé de musicothérapie, je me suis dit, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Une thérapie, c'est aller à la rencontre de soi, et on est certainement la personne la plus difficile à rencontrer. Oui. Se rencontrer soi, c'est compliqué. C'est très beau ce que vous dites. Voilà. Donc, en deuxième phase, en amont de chaque séance, je sélectionne des musiques, je prépare, voilà. Il semblerait qu'on se dirige vers telle piste pour cette personne, donc on va essayer d'avancer le processus. Donc je sélectionne une musique, alors c'est un extrait de quelques minutes. Une musique connue. Voilà. Alors la personne ne sait pas ce qu'elle va entendre. D'accord. Peut-être qu'elle la connaît, mais dans la plupart des cas, c'est une musique qu'elle ne connaît pas. De quelques minutes, ça peut être aussi un mixage, pourquoi pas. Donc on peut concocter des petits montages à la carte
pour la personne. Donc on va écouter cette musique, on va laisser un petit temps de silence, comme un temps de décantation, on pourrait dire, et la personne va verbaliser après sur ça. Donc je l'invite à exprimer là encore ses ressentis. Qu'est-ce que cette musique vient vous dire? Qu'est-ce qu'elle suscite en vous? Alors quelquefois, avant les mots, il y a les larmes, ça peut arriver. Je pense que oui. Hein, quelquefois les larmes après les mots. Au niveau quelquefois, sentimental, ça peut être de la colère qui surgit, ça peut être de la tristesse, quelquefois de la joie. C'est arrivé qu'il y ait des éclats de rire sur des musiques qui vont surprendre les personnes. Donc tout est possible. Quelquefois, ça peut être des images. Il y a des gens qui me disent oh là là, j'ai revu telle phase de mon enfance, j'étais chez mes grands-parents, etc. Donc, on laisse remonter, voilà, des choses par rapport à ça. Et la personne ne sachant pas ce qui va se passer dans la séance au niveau de l'écoute musicale, il n'y a pas forcément de... Quelquefois, je dis aux personnes, mais vous saviez, avant de venir, c'était prémédité, vous alliez me parler de ça. Je dis, oh non, non, pas du tout, mais c'est la musique que vous avez mise, qui m'a invité à vous parler de ça. Donc voilà, cette phase d'écoute et de verbalisation dure plus ou moins longtemps. Quelquefois, les gens me disent j'ai rien à dire, ça ne me dit rien du tout cette musique. Puis en fait, c'est quand ils me disent ça, quelquefois que c'est le plus flagrant au niveau de ce qui peut être exprimé. Mais ça fait penser un peu à une sorte d'hypnose ou... Alors non, c'est parce qu'ils sont vraiment recentrés sur eux-mêmes à ce moment-là. Voilà, c'est ça. En fait, et là je pourrais inviter toutes les personnes à tenter l'expérience chez eux, mais chez eux ce ne sera pas un cadre thérapeutique. C'est ça. Il y a aussi le cadre qui joue son rôle, mais très souvent les gens écoutent de la musique, alors en voiture, j'en écoute aussi, voilà. Permanence, ou alors mettre une musique en bruit de fond, puis allez, on prépare le repas. Eh bien, essayez de vous arrêter et d'écouter une musique et ne faire que ça, qu'écouter la musique et voir si ça change quelque chose. D'être totalement consacré à ça le temps de quelques minutes et puis de laisser un petit temps de silence après et de voir ce qui se passe. Et voir le ressenti et le bien-être de soi-même aussi. Donc c'est pas tout à fait la même chose d'entendre une musique dans un cadre thérapeutique et d'écouter une musique chez soi. Déjà chez soi, c'est une musique qu'on choisit. Oui. Ici, on ne la choisit pas. J'essaie de faire en sorte qu'elle soit écoutable pour la personne, mais c'est pas une musique que la personne choisit. Elle ne sait pas ce qu'elle va entendre. Surprise, surprise. Surprise, surprise, voilà. Et puis, troisième phase, donc après cette expression verbale qui peut être un petit peu éprouvante, il y a une phase d'apaisement. Donc la personne peut être installée au sol, elle peut être dans le fat boy, elle peut être sur la chaise. Donc on a quelques outils pour apaiser les bols tibétains, le bâton de pluie, un petit instrument qui s'appelle la sanzula, des balles de tennis pour masser au niveau du dos, voilà, avec ou sans musique apaisante. C'est la personne qui choisit. Et vous, en parallèle, vous jouez d'un instrument? Alors, soit par exemple la sanzula, oui, ça peut être cet instrument. Le bâton de pluie, c'est pas un instrument à jouer, on le manipule, voilà. Les bols tibétains, donc je les utilise en application sur le corps. Donc il n'y a pas que l'effet sonore, il y a l'effet vibratoire. D'accord. Et à chaque fois, les personnes sont très très surprises de ce que ça peut produire. Alors, si vous voulez, Claude Dème, vous allez pouvoir tester un petit peu ce que fait un bol tibétain. Voilà, je vais prendre je vais l'appliquer sur votre cuisse, si vous voulez bien. Ok. Voilà, alors j'espère que je vais y arriver. Est-ce que vous le tiennent? Pas du tout? Non, pas du tout. Vous allez pouvoir témoigner auprès des spectateurs de ce qui se passe quand un bol tibétain entre en vibration. Ah oui, je commence à sentir, Au contact du corps. corps. C'est incroyable. Donc on entend un petit son, mais c'est pas tant l'effet sonore. Mais c'est surtout la vibration dans... Voilà. Ah, c'est incroyable. Voilà. Ça, quand on n'a jamais testé, on ne peut pas s'imaginer en fait ce que ça produit sur le corps. Donc on peut le faire au niveau du dos, on peut le faire donc sur les jambes. Alors en contact du tibia, c'est encore plus présent parce que l'os, on est vraiment sur l'os. Les épaules, les bras, voilà. Donc quand vous êtes allongé au sol et que vous êtes connecté à cette vibration-là, il se passe quelque chose, on ne peut pas être indifférent.
Alors ça peut être relaxant, ça peut être sentir son corps, tout simplement. Hein. Pour des personnes qui ont du mal à être connectées à leur corps, ça peut être l'occasion. Et qu'est-ce qui provoque cette vibration Alors en fait, par rapport à... un vrai bol tibétain, parce qu'il y en a des faux Oui, aussi. un peu comme dans tout malheureusement. Un vrai bol tibétain est constitué de 7 métaux. Et c'est une alchimie en fait. Hein. Je crois que le mot alchimie a tout son sens à ce niveau-là. C'est l'alliage de ces 7 métaux qui va produire certains sons et créer cette vibration. Donc en fait, il y a une certaine proportion de fer, de cuivre, d'or. Est-ce que ça a un rapport au fait que chaque personne, parce qu'on dit toujours que chaque personne a son propre métal, non, est-ce que le mélange de tout sera à voir question bête, je pense pas que c'est un lien avec ça. D'accord. En tout cas, c'est vraiment... Généralement, c'est très bien accueilli, les bols tibétains. Ça peut arriver que pour des personnes qui vraiment sont dans un déni de leur corps, au départ, elles soient dans le refus. Parce que ça peut être un peu trop violent, même si c'est très agréable dans la majorité des cas. Il y a des personnes au départ qui ont un petit peu de mal avec ça. D'accord. Ça peut arriver. Mais moi, je suis leur rythme de toute façon. Après, oui, je comprends. Je n'impose rien. Si les bols tibétains ne leur conviennent pas, c'est pas un souci. Voilà. Et donc, quand on commence la musicothérapie, en moyenne, une séance, c'est combien de temps et sur combien d'étapes ça peut être quelque chose qui continue Je fais des séances d'1h30 parce que pour ces 3 phases, il faut bien ça. Oui, il faut du temps. Et je vais vous dire, quand on est en séance 1h30, on ne voit pas le temps passer. Ouais. Quelquefois, déjà, mais on a l'impression qu'on a commencé il y a 10 minutes, quoi. Hein. Donc je prends le temps. Ça peut être peut-être un petit peu un défaut chez moi. Ah non, je pense pas que ce soit un défaut. Si, parce que bon, il faut quand même aussi respecter le cadre, mais j'ai un petit peu de mal à tenir les horaires. C'est vrai. Je sens encore l'effet sur ma jambe. Hein. Ah je préfère Donc, voilà, globalement, ce sont des séances d'1h30. Je préfère faire des séances d'1h30 et qu'on ait le temps d'avancer sur une séance et puis d'être à l'écoute de la personne. Surtout. C'est ça la première chose. Surtout dans l'heure et demie, je pense que vous discutez pas. Voilà, la première chose que j'entends à la fin d'une séance, c'est que la personne me dit « Oh là là, j'ai jamais parlé de ça à personne, j'ai enfin pu exprimer des choses, j'ai ça en moi depuis si longtemps. » Et puis prendre le temps d'apaiser. Et je trouve que dans ce processus, c'est très précieux parce que aller en thérapie, on va pas se mentir, c'est pas toujours facile. Donc, si on est mis dans ce processus où je peux parler des choses qui sont souffrantes, mais après je ressors, je suis bien, quoi. Il y a un apaisement qui s'est installé et en fait, si on a en face de soi une personne qui est sereine par rapport à la souffrance de cette personne, on se dit déjà dans le regard du thérapeute, je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas quelqu'un qui va vivre toute ma vie avec cette problématique. La façon dont on regarde le patient, déjà, peut être très rassurant. Je vois un peu, ce que je trouve bien, c'est que justement, parce qu'en fait, je pense qu'on est tous, on a tous notre vie, mais je pense que quand on est isolé par rapport à soi-même, on se sent toujours un peu différent. Après, quels que soient les cas, les choses qu'on porte, le bagage qu'on a sur ce qu'on dit, et le fait d'avoir une personne qui vous montre qu'en fait c'est tout le monde. Oui, on a tous, important. Mais même les thérapeutes. Hein. Oui, bien sûr, mais je pense que de toute façon, pour faire ça, vous devez justement avoir une part d'histoire qui est... Et puis déjà, on ne devient pas thérapeute sans avoir soi-même travaillé un petit peu sur ces problématiques. Les personnes qui ont beaucoup d'histoires, on en a toute notre vie aussi. On a toute notre vie. Donc, notre rôle est aussi d'encourager les gens à aller vers ce qu'ils ont peur de rencontrer. C'est ça. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Je vais vous prendre l'exemple d'une personne, par exemple, dépressive. Il y en a peut-être parmi les personnes qui nous écoutent. Et en fait, quelquefois, les personnes ont du mal à sortir de la dépression. Parce que même si elles vont très mal, la dépression, c'est ce qu'elles connaissent le mieux. Oui. C'est leur repère. C'est ça. Dans la façon de se sentir et de fonctionner, la personne dépressive, elle se le dit peut-être pas consciemment, mais en tout cas, dans son mode de fonctionnement, c'est son repère. À partir du moment où la dépression c'est presque sécurisant pour elle. Donc il faut aussi accompagner les personnes vers les changements. Et très souvent dans une thérapie, quand on est sur une phase où la personne est à un tournant peut-être, pour modifier des choses, c'est délicat, parce qu'elle a peur.
elle se dit mais en fait j'ai jamais connu ça dans Et sortir de ça Et ouais. vers une nouvelle vie, Voilà. tout simplement. Ouais. Donc il faut oser, et c'est là qu'avoir un accompagnement est important, hein, justement, qu'on puisse encourager les personnes, leur dire mais voilà, je suis là, ne vous inquiétez pas, et on va avancer On va ensemble. discuter, voilà. Hein. Et je pense que les gens, après leur première expérience, reviennent sûrement très souvent vers vous. Non? Alors, vous me demandiez combien de séances, ça on ne peut jamais savoir. C'est aléatoire, c'est selon les... Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Déjà, est-ce que la personne est vraiment prête à avancer? Parce qu'il y a des personnes qui Par rapport à ce que viennent vous disiez juste avant, et qui se donnent, entre guillemets, bon, je ne sais pas si le terme est juste, mais bonne conscience. Je l'ai fait. Venir consulter et en croyant que parce qu'on consulte un thérapeute, ça va marcher. Ben non, c'est pas moi qui fais le boulot, moi j'accompagne. Donc il faut que la personne soit prête à avancer, à s'investir et à oser aller regarder là où c'est un petit peu. Donc la plus grande partie du travail, ça reste à la personne. Alors il faut que la personne soit prête. Donc ça arrive que des personnes consultent mais ne soient pas prêtes. Elles reviennent quelques temps plus tard ou elles ne reviennent pas, mais c'est pas toujours mûr en quelque sorte. Donc il y a ça. Après, ça dépend de la problématique. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a qu'une problématique? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et puis, Oui. ça dépend du rythme. Moi, je n'impose pas de rythme parce que je comprends que c'est un budget pour les personnes aussi. Donc, c'est pas moi qui décide. Après, je les guide quand même un petit peu. Il faut quand même qu'on se voit un petit peu régulièrement. Oui, si vous mais l'avez... je n'impose rien. Si c'est au bout de parce que 3 ans, je pense que voilà, la personne est retombée dans ses problématiques. J'accompagne la personne, mais je la rends responsable, en fait, aussi de ce qu'elle décide. Hein. Voilà. Donc, la musicothérapie, ça s'inscrit dans la thérapie brève, semi-brève. Ça peut être plus long, ou quelquefois les gens font une petite pause et reviennent après pour continuer autre chose. Vous avez dû être en on face s'accorde d'histoires quand même impressionnantes. Ah bah on est au cœur de la vie. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, comme j'ai déjà vu sur d'autres échanges avec des personnes, c'est quand même des moments où même vous, émotionnellement... oui, mais on est touché aussi. Voilà, c'est ça. On est touché, bien sûr, par ce qui se passe, par les personnes. Ça m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux en séance, mais larmes aux yeux de joie aussi. Oui. Pas forcément dans la souffrance. Voir que ça avance. Voilà, parce que c'est beau ce qui se passe. De voir qu'une personne arrive à s'extirper de je ne sais pas combien d'années de mal-être, de souffrance, ou enfin elle met le doigt sur sur la chose qui la bloque. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment. Et la musicothérapie, ça existe depuis longtemps, c'est quelque chose... Oui, c'est très ancien. Je pense que ça fait partie très ancien. Déjà dans l'Antiquité, alors on ne l'appelait pas musicothérapie. Je sais, on va pas refaire toute une leçon d'histoire, voilà, mais c'est intéressant de bien sûr, les savoir instruments ont, depuis qu'ils existent, accompagné les peuples, alors dans des rituels, mais aussi dans des séances de guérison. Ça existait déjà. Donc on en a fait de la musicothérapie, mais j'ai l'habitude de dire que je pense qu'on ne connaît pas encore grand-chose de tout ce que la musique peut nous permettre de vivre. De toute façon, c'est vrai qu'on dit que la musique adoucit les mœurs, mais dans tous les sens du terme, je pense que... Déjà en elle-même, c'est immense la musique. Hein. C'est immense. On n'en a jamais. Quand vous en êtes proche, voilà. Oui. Et puis, dans les mécanismes par rapport à notre cerveau et le circuit émotionnel, on a compris des choses, mais je pense qu'il y a encore à découvrir. Ah oui, énormément. Voilà. Énormément. Oui. Donc, dans l'accompagnement que je fais, c'est pas toujours de la thérapie. C'est-à-dire, quand les gens viennent, ils ne me disent pas je viens en thérapie. Ils viennent chercher de l'aide. Une écoute. La première chose, ils viennent chercher de l'aide. Donc, quand on fait l'entretien préalable, on essaie déjà de voir de quoi il s'agit, qu'est-ce que la personne vient chercher. Et c'est pas toujours de la thérapie, quelquefois, c'est de la relation d'aide, c'est un accompagnement par rapport à un discernement, et on est dans une époque où il y a aussi des gens qui maintenant sont dans des démarches, je vais pas dire spirituelles, enfin, il y a peut-être un petit peu de spirituel, mais il y a une quête d'aspirer à une vie qui a du sens.
De plus en plus maintenant. Ah oui. Et après, c'est vrai que on le dit tous, hein, depuis cette période un peu, on a été tous renfermés sur nous-mêmes avec le Covid et tout ça. Bon, on va pas faire un... Mais je pense qu'on a revu la vie différemment. Oui. Différemment. De trouver du sens dans ce que l'on fait, mais dans ce que l'on est aussi. Hein. L'approche de soi-même. Voilà, c'est ça, c'est important. Et donc, en fait, en parallèle à ça, le magnétisme, c'est quelque chose qui accompagne ou c'est complètement différent? Alors, je ne fais pas dans une même séance de la musicothérapie et du magnétisme. Voilà. C'est arrivé exceptionnellement, mais c'est pas la démarche de base, on va dire. Par contre, dans un cursus d'accompagnement de relations d'aide ou de thérapie, il arrive qu'on intercale une séance de magnétisme. Quelquefois, dans le processus, on est à un stade où je dis à la personne, bah écoutez, ça me paraîtrait intéressant que la prochaine fois on fasse une séance de magnétisme, si vous êtes d'accord. Et la personne me dit, bah écoutez, oui, moi je m'y oppose pas, si vous pensez que ça peut être opportun, pourquoi pas. Donc ça arrive. Hein. D'accord. C'est pas systématique non plus, mais ça peut arriver. Voilà. C'est par rapport à la musicothérapie, c'est arrivé qu'il y a des personnes qui ont ce côté négatif, qui sont pas du tout satisfaits ou qui n'atteignent pas leurs objectifs. Alors, c'est pas une spécialité que j'ai, mais j'aime accompagner les maladies. Parce qu'une maladie, elle s'inscrit dans un corps et elle a une répercussion psychologique. Oui, je les un petit peu, justement, tout ce qui est cancer, tout ce qui est... donc que ce soit des maladies graves, voire mortelles, que ce soit des maladies pour lesquelles la médecine n'a pas encore, je le mets entre parenthèses, de traitement curatif, enfin de quoi soulager les personnes. J'aime beaucoup accompagner les maladies parce que la maladie, elle s'inscrit dans un corps, elle vient délivrer un message. Alors, peut-être certaines personnes vont avoir du mal à entendre ce que je vais dire. La maladie n'est pas là pour nous faire du mal. Peut-être que ça va choquer des personnes, mais c'est pas le but d'une maladie. Elle n'est pas là pour nous faire souffrir, même si elle nous fait souffrir. Bien sûr. Elle est là pour venir pointer sur quelque chose et nous dire, attention, là, il y a un truc qui ne va pas dans ta vie. Il y a une disharmonie quelque part, il y a peut-être un conflit intérieur, tu voudrais faire ça d'un côté, mais de l'autre, non, il y a une partie de toi qui dit non. Ah ben oui, mais moi je voudrais bien, ben voilà. Et on crée des conflits intérieurs qui vont prendre des proportions plus ou moins importantes, voilà. Oui. Pardon, vas-y. Une maladie peut aussi être un héritage transgénérationnel, c'est-à-dire dans une lignée, il peut s'être passé quelque chose 2, 3, 4 générations dessus, voire à chaque génération, un phénomène qui se reproduit, et les descendants héritent de ça. Et c'est quelque chose de plus... Et voilà. Et plus ça va, plus ça prend de l'ampleur, et il y a un moment donné où ce serait bien de s'en occuper. Qu'est-ce qui s'est passé en amont pour que tous les descendants, en tout cas certains descendants, peut-être toutes les femmes, peut-être tous les hommes, peut-être... C'est vrai que retrouver la source de ça, ça va être quelque chose de... Ah c'est une enquête. C'est une enquête. voilà c'est passionnant. Enquêtrice. Je le savais qu'il y avait il y a toujours un troisième. Et c'est vrai qu'on fonctionne un petit peu comme... Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas dans les enquêtes policières, mais il y a quelque chose de... on recherche. Alors, on ne trouve pas toujours. Et pour peu que, très souvent d'ailleurs, là où ça a pris sa source, les personnes ne sont plus là, elles sont décédées. Ouais. Donc, alors, si ça peut se transmettre en tant qu'héritage transgénérationnel, on est aussi dans des formes pensées, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on va dire, qui transpire de cette lignée et qui est palpable dans l'inconscient, et après, il faut aussi que la personne se laisse guider par son intuition. C'est-à-dire que si on arrive à évoquer telle chose, la personne, elle va le valider ou pas à un moment donné, à dire oui, ça me parle, j'ai l'impression que ça me parle. Pourtant, elle n'a aucune preuve que c'est ça. Mais à un moment donné, il y a comme une validation intérieure, quelque chose en elle qui va dire oui, j'ai l'impression que c'est un truc de genre. Ouais. Voilà. Alors, peu importe si on arrive à éclaircir ou pas le problème, ce qui est important, c'est que la personne comprenne quelle résonance ça a dans sa vie. Si c'est arrivé jusqu'à vous,
qu'est-ce que ça vient dire? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans les croyances, dans les comportements, dans les façons de réagir aux événements, aux situations? Qu'est-ce qu'il y a à guérir dans cette lignée? Voilà. J'ai entendu dire que certaines maladies, comme les cancers, sont souvent psychologiques au départ. C'est-à-dire que plus on y pense, admettons quelqu'un pense qu'il a, je dis des bêtises, un cancer du côlon, mais qu'il y pense tout le temps, que ça se développe. Alors, un cancer est une maladie multifactorielle. Voilà, c'est des choses qu'on a envie déjà. Surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il n'y a pas qu'une cause dans un cancer. Mais sur le processus psychologique, c'est-à-dire, prenons une personne déprimée, même, je ne veux pas dire en dépression, mais ne serait-ce que déprimée. Ça nous arrive tous d'avoir des petits coups de mou. Je pense que c'est... on parle de maladie du ciel, voilà. On parle du dos, mais je pense que la dépression, voilà. c'est quelque chose... Et puis, bon, ça peut durer des semaines, des mois, des années, dépression chronique. Au bout d'un moment, il n'y a pas besoin d'attendre des années de dépression. Le système immunitaire lui-même est déprimé. Ouais. C'est-à-dire c'est là que ça devient dangereux. Il n'a plus son efficacité. Des cancers, on en fait tous. Mais notre système immunitaire, il y a un système de veille, il y a même 3 échelons dans le système immunitaire pour à chaque fois arrêter le processus. Donc soit par autodestruction des cellules cancéreuses, soit par réparation, parce qu'il y a des erreurs quand on reproduit l'ADN, il y a des erreurs. C'est comme quand on tape sur un clavier, quelquefois il y a des coquilles. Oui, bah oui. Et dans notre programmation intérieure, il y a quelquefois des erreurs. Et puis il y a un troisième système, le phagocytage en fait par comment ça s'appelle, les cellules. Ça porte un nom. Il y a killers dedans, je ne sais plus. Cells killers, c'est le nom anglais. Donc il y a des cellules qui sont spécialisées pour aller détruire les cellules cancéreuses. Donc quand le système immunitaire est déprimé, il ne peut plus faire tout ça. Il se défend plus. Donc les cancers qu'on aurait spontanément guéris avant, se développent. Donc vous voyez, là on a un lien psychologique à l'origine d'un cancer. Donc quelquefois ça peut être un traumatisme, il peut s'être passé quelque chose dans la vie de la personne qui a été assez traumatisant et qui a créé dans le système immunitaire cette défaillance. Et très souvent, pour les cancers, quand on demande à la personne « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans votre vie quelques mois avant, 6 mois, 1 an ?» Très souvent, la personne retrouve effectivement un événement. Alors, c'est pas toujours... dans une maladie, notamment les cancers, il y a un événement programmant et un événement déclenchant. Donc, par exemple, l'événement traumatisant peut être l'événement déclenchant. D'accord. Mais peut-être que 10-15 ans auparavant, il y a eu un événement programmant qui, lui, n'a pas déclenché de cancer. Mais c'est une continuité. Mais qui est resté, on va dire, à l'état latent dans la psyché de la personne et dans son corps. Et le jour où on regratte l'allumette et on met le feu, ça se déclenche. Okay. Voilà. C'est une sorte de rappel, mais puissance... oui, là vraiment... Voilà, puissance 10 de ce qui avait déjà été un petit peu difficile à encaisser précédemment. C'est incroyable. Pourquoi le corps humain serait presque... Voilà. Et dans toute maladie, il y a un peu ça, il y a une sorte de surenchère. Si on prend peut-être des blessures de l'enfance, on en a tous eu certainement. La personne, peut-être qu'à l'adolescence, s'il y a un petit rappel de ce qui s'est passé dans l'enfance, ça peut déjà susciter des choses. Et en fait, toute notre vie, ce que l'on a à guérir de cette ou de ces blessures-là va nous être servi sur un plateau, à des âges différents. Donc soit on s'en occupe, soit on ne s'en occupe pas. Peut-être qu'on n'a pas les moyens de s'en occuper ou qu'on n'est pas prêt. Il y a plein de facteurs qui vont faire qu'on ne va pas s'en occuper. Il y a des choses, c'est vrai que parfois quand on est blessé dans notre jeunesse et quand on est confronté à nouveau à ça, on a envie de tourner le dos tout simplement. Mais oui, mais la vie ne va faire que ça, que de nous resservir la même chose, pour nous inviter à guérir, à nous occuper de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on donc, oublie. Plus on retarde l'échéance, plus l'enchère se fait jusqu'à développer peut-être des maladies un petit peu plus compliquées. Voilà. Donc là, c'est avec le magnétisme que vous faites ça. Alors,
les maladies, je vous ai dit, je m'occupe autant du corps que de la psyché. Bien sûr, Donc le magnétisme, alors c'est très intéressant que vous posiez la question. Et c'est souvent ce que je dis à des personnes qui viennent me voir en magnétisme pour des maladies. Je les mets toujours en garde parce que si la personne ressort et qu'elle n'est pas guérie, elle va être déçue. Mais moi, je ne suis pas guérisseuse, hein, je ne m'affiche pas guérisseuse. J'essaie d'aider la personne à se connecter à sa propre guérison. Moi, je n'ai pas de pouvoir, hein, je ne guéris pas les gens. Mais c'est ça, parce qu'en fait, quand on parle de magnétisme, bon, je pense que comme tout le monde, on a tous été amenés à regarder un peu ce sujet à la télé où on s'imagine toujours que c'est des gens qui ont un pouvoir. Il y en a qui disent qu'ils ont un pouvoir. Oui, c'est ça, c'est souvent des... En tout cas, si j'en ai un, vous avez le même. C'est gentil. Puisqu'on a tous du magnétisme. Après, on a plus ou moins un magnétisme curatif, c'est-à-dire que le magnétisme, après, il s'agit de sentir des choses. Ouais, je si pense on que ne sent rien, si on ne sent rien, on ne va pas pouvoir avancer, déceler ce qui est déséquilibré. Mais après, rassurez-vous, hein, j'ai des mains comme les autres. Il y en a une qui est un petit peu abîmée en ce moment. Voilà, je pense que le magnétisme joue beaucoup avec le côté psychologique aussi. Je vous disais, votre question est intéressante. Imaginons qu'une personne qui a une maladie vienne me voir, on fait 1, 2, peut-être 3 séances de magnétisme et elle espère qu'au bout de quelques temps, elle sera guérie. Moi, quand je travaille en magnétisme, je me mets à disposition de ce qui est bien pour cette personne par rapport à son parcours de vie. C'est-à-dire que si, dans l'état actuel, il n'est pas conseillé pour elle qu'elle guérisse parce qu'elle a un travail à faire, elle a un changement à faire peut-être dans son cœur, peut-être dans sa vie, peut-être dans ses croyances. Si moi je la guéris, elle va passer à côté de ça. Donc, ce ne sera pas lui rendre service. Je vais même être très franche, quand je travaille en magnétisme, moi je le fais avec ma foi, je le fais en me reliant à des êtres, ça peut être des anges, des guides, des êtres de lumière, hein, et je demande d'être accompagnée pour ça. Et à ne pas faire contre la volonté de la personne au niveau de son âme. D'accord ? Donc, s'il n'est pas opportun qu'elle aille mieux ou qu'elle guérisse tout de suite, parce qu'elle a un autre travail à faire avant, eh bien je demande qu'au moins elle puisse aller vers cet autre travail. D'accord. Qu'elle puisse faire les démarches pour trouver sa propre guérison. Donc ça peut être quand même c'est quelque chose d'assez long quand même, ça va être un travail. Alors, selon bien sûr les personnes. Non, en magnétisme, je ne vois pas les gens très longtemps. On fait une séance puis on voit ce qui se passe. D'accord ? Donc soit il se passe des choses pendant la séance, soit il se passe des choses après. Donc on fait un petit débriefing au bout de quelques jours. Et puis on voit si les choses ont bougé, si ça s'est amélioré, si c'est pas terminé, ça peut valoir le coup de refaire une deuxième séance. Bon. Si c'est pour un cancer, ou par exemple, enfin là c'est autre chose, couper le feu pour la radiothérapie, c'est quelque chose qu'il faut faire plusieurs fois parce qu'on remet des rayons par-dessus la coupure, donc c'est des processus qu'il faut réitérer. Mais si par exemple la première séance de magnétisme n'a rien fait, c'est pas la peine d'insister. D'accord. C'est que c'est pas prêt ou que mon magnétisme ne correspond pas. La personne n'est pas réceptive aussi. Voilà, aussi. Hein, donc il y a l'ancienneté du problème, il y a l'âge de la personne et il y a la réceptivité à mon magnétisme. Donc ces 3 facteurs-là font que si c'est un problème qui dure depuis 5 ans, ça va être un petit peu difficile, mais peut-être que la séance de magnétisme va lui apporter autre chose. Sans s'en rendre compte, peut-être. Peut-être pas au niveau de ce qu'elle vient chercher, mais peut-être qu'il va se passer en elle, par cette réharmonisation, une envie de prendre soin d'elle, ne serait-ce que ça, ce serait déjà pas mal. Une envie, parce que la séance de magnétisme, sinon, je serais tentée de dire c'est un peu trop facile, on vient voir le magnétiseur, il va nous guérir. Bah oui, mais après, dans une guérison... C'est comme quand on va voir un médecin, on va dire il va nous guérir tout de suite, mais malheureusement... Oui, mais un processus de guérison, c'est une démarche de la personne. Même quand un médecin vous guérit, c'est pas lui qui vous guérit, c'est vous. Parce que vous y croyez. Croire en la guérison... La guérison ne peut venir que de la personne. Moi, je soigne, je ne guéris pas. Soigner, c'est apporter un soin. Mais je ne guéris pas les personnes, c'est elles qui se guérissent. Si elles guérissent, ça vient d'elles, ça vient pas de moi. Ça, c'est très important de dire ça et puis de... Il y a une différence entre les verbes soigner et guérir. C'est vrai.
Il n'y a que la personne elle-même qui peut se guérir. Quand bien même elle serait aidée par des énergies autres. Ah bah après, si on a des croyances, justement, voilà, s'aider de ses croyances. C'est elle qui ouais, permet la guérison. Hein. Donc elle, peut-être pas consciemment, mais une partie d'elle permet de guérir ou pas. Mais donc moi je dis toujours aux personnes, je ferai le maximum pour vous aider, mais en accord avec votre âme. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Après, c'est là qu'on voit la complexité Mais des trucs. il se passe des choses énormes. très belles aussi en séance de magnétisme. Vous avez une préférence entre nous? C'est vraiment Non, des c'est choses. C'est une approche différente. Bon, alors maintenant, on va venir à la question. Qu'est-ce qui vous a... Parce que vous étiez dans l'éducation nationale pendant quelques années, pendant 16 ans. 16 ans, j'allais dire 15, oui, parce que de ce que j'ai lu, j'ai cru voir 15. Et à quel moment vous étiez dans les maths, en dans les mathématiques, hein, c'est ça? Le magnétisme, quelque chose d'assez scientifique quand même. Faut lâcher prise sur tout ce qui est cartésien. Parce que les mathématiques, c'est quand même quelque chose. J'ai passé une partie de ma vie à vouloir démontrer les choses. Parce qu'on voit, il y a les parties, les mathématiques, on voit d'un point de vue tout simplement de calcul, alors que c'est quelque chose d'énorme. Il y a plusieurs disciplines en mathématiques, mais la partie démonstration, et je dirais c'est une des premières choses que m'a prise l'approche en thérapie, et après, bon, magnétisme aussi bien sûr, mais c'est que il faut un tel lâcher prise quand on est dans la thérapie, qu'on soit thérapeute ou patient. Il faut un tel lâcher prise que les maths, bon, j'ai vite mis ça au placard, parce que je ne suis plus du tout dans la démonstration, et je suis même dans une acceptation de ne pas tout comprendre, alors qu'avant, la prof de maths voulait tout comprendre. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Donc j'ai une curiosité de la vie, je suis intéressée par plein de choses, mais quand en thérapie on ne comprend pas ce qui se passe et qu'on n'a pas moyen de le comprendre, il faut accepter de lâcher prise. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. S'il y a une problématique transgénérationnelle et que les gens ne sont plus là pour nous dire, bah, on va faire sans. Ouais, mais on va faire de notre mieux. C'est plus difficile. Voilà. Après, c'est aussi aux personnes de se renseigner de leur côté. Voir, Voilà, mais on peut aussi avancer même si on n'a pas la source du problème. Déjà avoir une... Voilà. Donc, en tout cas, je pense que la curiosité, justement, dont vous me parlez, c'est aussi la curiosité aussi d'aider les gens par connaître leurs problèmes et tout ça. Alors, ça apporte beaucoup. Ceci dit, bien que j'étais dans les maths, j'avais quand même l'avantage d'être dans la musique depuis ma naissance. Donc ça a aidé beaucoup à ne pas être que dans cet univers que je considère un petit peu fermé aujourd'hui. Et en fait, c'est la musique qui a toujours été le fil conducteur de ma vie, c'était pas les maths. À quel moment vous avez envie de passer des maths à musicothérapeute et magnétiseur? Alors en fait... Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Ou c'est quelque chose que vous aviez en vous peut-être déjà? Alors j'ai toujours eu la musique en moi. Hein. J'avais même fait un cursus en musicologie après avoir fait celui en mathématiques pour m'amuser, parce que j'étais passionnée. Par passion. C'est ce qu'on disait au début, il faut être passionné. Donc j'ai fait autant d'études en musicologie qu'en mathématiques. Et je n'avais jamais voulu en faire mon métier parce qu'on m'avait répété que c'était des métiers où c'était difficile de gagner sa vie. C'est vrai, et puis je n'avais pas un niveau professionnel, enfin pour être musicienne professionnelle, je ne voulais surtout pas enseigner la musique. Après, c'était une autre approche justement, la musicothérapie. Et je n'avais pas connaissance de la musicothérapie. Quand j'étais en fac de musicologie, on ne parlait pas de ça. Donc je ne savais pas que ça existait. Et il se trouve que moi j'étais aussi à un carrefour de ma vie où il fallait que je m'occupe, que je prenne soin de moi et que j'arrête. Voilà, que j'arrête un métier qui m'avait vraiment usé. Autant je l'ai exercé avec beaucoup de bonheur, autant j'ai connu des choses très difficiles aussi dans le métier. Et moi-même, j'avais fait une thérapie aussi, donc je me posais des questions sur ma vie. Et puis, il y a une thérapeute qui m'a vraiment ouvert les yeux, qui m'a dit « Mais combien de temps vous allez continuer à vous faire du mal? Votre corps réclame la musique. À quel moment vous allez lui dire oui ?» Je lui dis « Vous êtes bien gentil, mais pour faire quoi? Je ne veux pas enseigner la musique, je ne peux pas être musicienne professionnelle.
voilà, on avait quand même vite fait le tour de la question. On me dit, vous trouverez. Ah ouais. Ah, là, c'est ouvre. J'ai franchi le seuil de l'espace thérapeutique et ma décision était prise. Donc ça, c'était en septembre 2009. Ma décision était prise ce Justement, jour-là, j'avais que envie. c'était ma dernière année d'enseignement, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. D'accord. Mais dans ma tête, c'était C'est décidé. décidé. D'accord. Donc il y a eu une année scolaire, de démarche, de préparation. Ça c'est en 2009. Voilà, et voici un exemple très concret de la vie qui s'accorde à nous quand on ouvre l'espace. La décision était prise dans ma tête. Quelques mois après, j'ai fait un rêve qui me disait « Tu devrais être musicothérapeute ». Et c'est quelque chose que vous avez entendu parler ou Ben, c'est venu comme pas. ça? Je ne crois pas. C'est J'ai marrant, beau ça. essayer de me souvenir, je pense que je ne connaissais pas la musicothérapie. Comment une partie de moi a pu amener à ma conscience cette idée d'être musicothérapeute et me le livrer tel quel en rêve. Merci la vie quand même. Ouais, quand même. Hein? Ça ouvre des portes. Hein. Donc, vous voyez, et le processus de guérison, c'est pareil. C'est-à-dire que ce rêve, j'aurais pu le faire 10 ans avant. Oui. Pourquoi je l'ai fait à ce moment-là? Parce que j'étais prête, parce que j'avais ouvert l'espace de mon cœur et peut-être les possibilités en moi d'y accéder. Et bien, la guérison, c'est pareil. C'est vrai Quand tout est prêt, quand on est dans l'ouverture, dans l'accueil, dans les possibilités de soi, quand on croit qu'on peut, eh ben, les choses nous sont données. Et c'est pour ça que je ne peux pas empêcher une personne d'accéder à ça, ce serait trop dommage, qu'elle ne trouve pas par elle-même. Et bien moi, c'est ce qui s'est passé. Et avec le recul, après mes collègues m'avaient dit « Mais Estelle, on t'a vu changer sur cette année-là, on a retrouvé l'Estelle d'avant. » C'est ça, le bonheur. En fait. Le sourire était revenu, on voyait, eux n'étaient pas au courant que j'avais quitté l'enseignement, mais ils m'ont dit après, on a vu la transformation. Donc tout s'est mis en place progressivement. Heureusement que j'avais fait des études en musicologie. Oui, puisque du coup... 15 ans avant, comme ça j'ai pu intégrer une école de musicothérapie et puis la rectrice a accepté que je démissionne, ce qui n'était pas gagné parce que des profs de maths on en manquait. Et tout s'est très bien passé, les portes se sont ouvertes. Et je pense que quand vos collègues vous ont dit ça, que vous retrouvez avec le sourire et tout ça, je pense que de toute façon, vous vous êtes dit, c'est vraiment la voie. Ils validaient quelque chose, voilà, ils validaient un quelque peu, chose. Et puis quand toutes les étapes se passent bien, j'ai pu intégrer l'école de musicothérapie, enfin, le petit clin d'œil de la vie, quoi. J'avais fait une licence en musicologie pour m'amuser, et 15 ans après, ça m'ouvrait les portes de ce que j'allais faire après. Enfin, un petit retour aux sources. C'est quand même... Voilà. Et donc là, ça fait combien de temps donc, depuis vous avez Donc commencé... ça fait 10 ans. 10 ans J'ai quitté l'enseignement en 2009. En 2010. 2010, d'accord. Et j'ai pris 3 années, donc 2 années de formation, une année sur le mémoire que j'ai fait dans l'accompagnement des cancers. Voilà. Ah oui. Et donc qui a été validé en 2013. Donc ça fait 10 ans. Ouais, bah, c'est super beau. Franchement, vous avez un métier qui est passionnant. Non, passionnant. Ouais. Oui. Mais je trouve ce qui est passionnant, outre le fait que ce soit avec la musique que je chéris, c'est qu'on est au cœur de l'humain. Être proche des gens, ça vous aimez ça? Alors, est-ce que je suis proche des gens? Je ne sais pas, mais je suis proche du processus de vie. C'est-à-dire que la vie, c'est pas tout est rose, tout va bien, les petits oiseaux chantent et on danse youpi tralala, c'est pas ça. Comme vous dites, c'est vrai que si la vie est faite de choses aussi difficiles. S'il n'y avait pas ces embûches un petit peu entre... Je pense que la vie serait peut-être pas... Alors, on s'en plaint, c'est vrai, parce qu'il y a des choses graves quand même qui se passent. Mais je pense que si la vie coulait toute seule, je pense qu'on n'aurait pas cette curiosité d'aller de l'avant. On ne se transformerait pas. J'ai pour habitude de dire que ça nous laboure à l'intérieur. Et en fait, c'est quand une terre est préparée, labourée. C'est vrai. L'image est belle, oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Et c'est dans les moments difficiles qu'on avance, en fait. Hein. Mais il faut s'en donner les moyens. Et si on peut être accompagné, c'est plus facile. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Oui. Donc ce que je peux dire, c'est qu'on peut venir vous voir à Bois-Guillaume. Oui, avec plaisir. Voilà, on a le droit de dire l'adresse? Oui, bien sûr. Au 24 Chemin de Clerc. Chemin de Clerc. Donc voilà, donc, on laissera les coordonnées, je mettrai le site internet,
pour pouvoir en apprendre un peu plus sur Voilà, vous. j'explique sur Voilà. le site bon, un petit peu ce qu'on a dit là, Voilà. mais la façon de travailler, mon approche. Donc il y a quelques pages à consulter sur le site. Oui. Et vraiment, hein, j'ai encore des vibrations sur, sur la cuisse. On va passer à l'épisode 2, parce que vous êtes aussi, vous avez plusieurs talents, vous êtes écrivaine, Oui. parce qu'on peut dire écrivaine aujourd'hui, Oui, oui, et puis on en discute dans la partie 2, oui. et Ça marche. savoir à quel moment vous avez évolué vers l'écrit. Avec plaisir. Les amis, retrouvez-nous dans la partie 2, je vous dis à très très vite.